Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Explique-moi l'économie. Aujourd'hui, nous allons parler des limites de la théorie keynésienne de la politique budgétaire. Dans le numéro précédent, nous avions vu que la théorie keynésienne montrait que l'État pouvait intervenir pour soutenir l'activité économique et permettre le plein emploi. Nous avions dit que les politiques économiques menées par les États développés pendant les 30 Glorieuses étaient des politiques d'inspiration keynésienne et qu'elles se basaient sur la courbe de Phillips qui montrait une relation inverse entre l'inflation et le chômage. Pour terminer, nous avions dit qu'à partir du choc pétrolier de 1973, la stagflation apparaissait. C'est une situation marquée par une inflation élevée et un chômage élevé, autrement dit, une situation non expliquée par la courbe de Phillips. Les économistes néoclassiques vont alors critiquer les théories keynésiennes. C'est ces critiques que nous allons voir à présent. Nous verrons d'abord les critiques faites par le monétarisme, puis nous verrons que l'effet multiplicateur va être réduit par différents mécanismes, et enfin, nous verrons le risque d'insolvabilité. Le principal représentant du courant de pensée monétariste est Milton Friedman. Friedman critique, dès les années 1950, la courbe de Phillips et la théorie keynésienne. Voyons plus précisément son analyse. Pour Friedman, la courbe de Phillips est valable uniquement à court terme. Elle n'est pas valable à long terme, et si elle est valable à court terme, c'est parce que les individus sont victimes de l'illusion monétaire. Alors, l'illusion monétaire, qu'est-ce que c'est? Prenons un exemple. Imaginons un individu qui recevrait la première année, que nous appelons l'année N, un salaire de 1000 euros par mois. Avec ces 1000 euros, il va consommer un ensemble de biens qui vont lui coûter 1000 euros. La deuxième année, l'année N+1, son patron décide de l'augmenter. Il lui dit « Écoute, t'as fait du bon boulot. Je suis content de toi. Je vais donc t'augmenter de 5%. C'est beaucoup. À présent, donc, tu vas gagner 1050 euros. » Mais ce que le patron ne dit pas à notre employé, c'est que, dans le même temps, il y a aussi eu de l'inflation, les prix ont augmenté de 5% eux aussi, et donc, ce qui avant coûtait 1000 euros, va à présent coûter 1050 euros. Eh bien, l'illusion monétaire, ce que nous dit Friedman, c'est que, au départ, quand le salarié va être augmenté, il ne va pas tout de suite se rendre compte que les prix ont augmenté. Ainsi, il va d'abord avoir l'impression d'avoir plus d'argent, il va se dire « chouette, j'ai plus d'argent, je peux consommer plus », et donc, il va avoir tendance à augmenter sa consommation. Si tout le monde fait pareil, la consommation totale a tendance à augmenter, donc les entreprises vont avoir tendance à produire plus, et donc le chômage va diminuer. Mais voilà, rapidement, notre salarié va se rendre compte qu'en réalité, les prix ont eux aussi augmenté, et donc, il va, à nouveau, avoir tendance à diminuer sa consommation pour la ramener au niveau de départ. Ainsi, à plus long terme, le salarié se rend compte que sa situation n'a pas bougé, qu'il peut toujours acheter le même nombre de biens, et donc, nous allons avoir une situation où les prix sont plus élevés, et le chômage reste le même. Friedman nous dit, l'illusion monétaire va permettre de baisser le chômage pendant le temps de l'adaptation aux nouvelles conditions d'inflation, mais à long terme, la courbe de Phillips n'est pas valable, puisque le chômage est resté au même niveau, avec des prix plus élevés. Alors, combien de temps dure l'adaptation? Friedman nous dit, les 2 premières années, l'inflation va permettre de réduire le chômage, puis, petit à petit, les individus s'adaptent, et l'adaptation totale aux nouvelles conditions d'inflation va durer environ 2 décennies. Les prédictions de Friedman correspondent à ce qu'il s'est passé,
Pour cette raison, son analyse va avoir un impact important. Friedman critique également la théorie keynésienne. Il développe la théorie du revenu permanent. Selon lui, le revenu total d'une personne est divisé en deux parties, le revenu permanent et le revenu transitoire. Le revenu permanent, pour faire simple, est le revenu qu'une personne reçoit en moyenne tout au long de sa vie. Le revenu transitoire, quant à lui, correspond au revenu reçu de manière ponctuelle et non anticipée. Friedman explique alors qu'un individu va faire dépendre sa consommation de son revenu permanent et non de son revenu total. En fait, il nous dit qu'il va lisser sa consommation selon son revenu permanent. Le revenu transitoire, lui, va seulement être épargné. Ainsi, une politique de relance de l'État qui consisterait à verser des revenus supplémentaires à court terme n'est pas efficace, puisqu'elle ne fait qu'augmenter le revenu transitoire, et donc cela se traduit seulement par une augmentation de l'épargne. Pour Friedman, il est impossible de lutter contre le chômage avec des politiques conjoncturelles, comme le prévoit la théorie keynésienne. Il explique qu'un chômage structurel s'est installé et que celui-ci est lié au niveau des rigidités. Pour le réduire, il faut alors flexibiliser le marché du travail. Ainsi, pour lutter contre le chômage, il faut, selon Friedman, mener une politique structurelle cherchant 1. À améliorer le fonctionnement du marché du travail. Pour cela, il faut une déréglementation, plus de transparence, une homogénéisation de la main-d'œuvre. Un exemple va être supprimer le salaire minimum. Nous pouvons comprendre cela avec un graphique. L'offre de travail est une courbe croissante, parce que plus le salaire est élevé, plus l'offre de travail va être élevée. En effet, plus de personnes vont vouloir travailler pour un salaire plus élevé, ou les mêmes personnes qui voulaient déjà travailler auparavant vont vouloir travailler plus longtemps. La demande de travail, elle, est une courbe décroissante, puisque plus le salaire est élevé, moins les entreprises vont vouloir embaucher. En laissant agir le marché, il se forme un équilibre où l'offre de travail est égale à la demande de travail, c'est-à-dire que pour ce salaire, qui serait donc le salaire d'équilibre, toutes les personnes qui veulent travailler seraient embauchées. Quand il y a un salaire minimum, le salaire d'équilibre risque d'être inférieur à celui-ci. Ainsi, plus de personnes voudraient travailler que ce que les entreprises seraient prêtes à embaucher, et donc il y aurait du chômage. Voilà pourquoi, pour Friedman comme pour d'autres auteurs libéraux, il faut donc supprimer le salaire minimum. La deuxième solution va consister à lutter contre le chômage volontaire. Par exemple, il va falloir supprimer les allocations chômage, puisque avec les allocations chômage, le chômeur ayant un revenu, il ne va pas vouloir travailler, selon Friedman. La nouvelle économie classique va, elle aussi, montrer des limites aux politiques keynésiennes. Les critiques permettent de voir que les plans de relance auraient des effets moins importants que ce que le prévoit la théorie keynésienne. Nous avions vu dans le numéro précédent que dans la théorie keynésienne, la production totale comprenait la consommation, l'investissement et les dépenses de l'État. Nous avions dit que quand la consommation et l'investissement étaient trop faibles pour atteindre le plein emploi, alors l'État augmentait ses dépenses publiques afin de soutenir l'activité. Et nous avions vu que cette hausse des dépenses publiques provoquait un effet multiplicateur, c'est-à-dire que le revenu total de l'État allait augmenter plus que proportionnellement à l'augmentation des dépenses publiques. Or, pour la nouvelle économie classique, ces mécanismes décrits par la théorie keynésienne ne fonctionneraient pas. Voyons cela à présent. Une première limite
pour les libéraux, est l'équivalence ricardienne, développée par Robert Barreau. Selon lui, les agents sont rationnels, et quand il y a un plan de relance, ils anticipent une hausse des impôts afin de rembourser le déficit public. Ainsi, les agents vont se préparer, ils vont augmenter leur épargne et donc réduire leur consommation. De cette façon, les effets du plan de relance vont être contrefaits. L'augmentation des dépenses publiques peut également donner un effet d'éviction de l'investissement privé par l'endettement public. En fait, lorsque l'État emprunte pour soutenir l'activité économique, il augmente la demande de fonds, alors que l'épargne, elle, reste constante. Autrement dit, plus de personnes veulent emprunter, puisqu'il y a l'État en plus, alors que les prêteurs, eux, ont toujours la même somme à prêter. Ainsi, si plus de personnes veulent emprunter et qu'il y a toujours la même somme à prêter, le taux d'intérêt va augmenter. On va emprunter, mais à un taux d'intérêt plus élevé. L'investissement privé va alors diminuer, puisqu'il reviendrait plus cher aux entreprises d'emprunter de l'argent, et donc, à nouveau, cela va nuire à la croissance. Nous avions également vu que l'analyse keynésienne était une analyse en économie fermée. Or, les agents économiques peuvent également importer. Si, à la suite d'un plan de relance, les individus se mettent à acheter à l'étranger, alors la relance ne va pas profiter au pays, mais elle va profiter aux autres pays. Par exemple, le plan de relance mené par la France en 1981 a bénéficié, en partie, à l'Allemagne. En économie ouverte, le multiplicateur est alors moins élevé qu'en économie fermée. Nous pouvons donner la formule suivante. Variation y égale 1 sur 1 moins c moins m, multiplié par variation de g. Nous avions dit dans l'épisode précédent que petit c représentait la propension marginale à consommer, variation de g, l'augmentation des dépenses publiques, et nous avons ajouté ici le petit m qui représente la propension marginale à importer, c'est-à-dire la part du revenu supplémentaire qui va être destinée à l'importation. On voit que plus ce petit m est important, moins l'effet multiplicateur va être élevé. L'économie fermée correspondait au cadre des 30 Glorieuses, où les importations et les exportations ne représentaient que 12,5% du PIB en 1960 en France, par exemple. Mais voilà, ce n'est plus le cas à partir du choc pétrolier, puisque à partir des années 1970, les pays vont chercher à exporter, parce qu'ils craignaient de ne plus avoir assez de devises pour acheter du pétrole. Et dans les années 90, par exemple, en France, une personne sur 5 travaillait dans le commerce extérieur. L'économie était donc beaucoup plus ouverte qu'auparavant. Voilà, pour toutes ces raisons, les libéraux pensent donc que l'effet multiplicateur est nul, voire même négatif, et à ces critiques s'en ajoute également une dernière. Quand l'État mène un plan de relance, la plupart du temps, il emprunte. Or, l'endettement va alourdir la dette publique, ce qui peut se traduire par un risque d'insolvabilité, c'est-à-dire que l'État peut être tellement endetté qu'il peut ne plus pouvoir rembourser sa dette. Cette situation se produit notamment quand la dette de l'État n'est pas soutenable. Ça va être le cas quand le taux d'intérêt réel auquel l'État emprunte, le taux d'intérêt réel, c'est la différence entre le taux d'intérêt nominal et le taux d'inflation, est supérieur au taux de croissance. Autrement dit, l'État va emprunter à un taux supérieur à son taux de croissance, et donc le risque est que la dette augmente plus vite que la croissance. Dans ce cas, l'État peut être contraint d'avoir recours à l'emprunt pour rembourser la charge de la dette publique, c'est-à-dire pour pouvoir rembourser les dépenses consacrées au remboursement des intérêts de la dette.
Il apparaît alors un effet boule de neige. Un effet boule de neige, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si on lance du haut d'une montagne une boule de neige que l'on laisse rouler, à mesure qu'elle descend, cette boule de neige va grossir. Pour la dette, c'est la même chose. À mesure que la dette publique augmente, la charge de la dette va augmenter. Les prêteurs vont alors demander un taux d'intérêt plus élevé, parce qu'il va être plus risqué pour eux de prêter au pays, ce qui va donc encore augmenter la charge de la dette, et donc la dette publique de l'État va encore augmenter. Il se crée alors un cercle vicieux, et l'État, au bout d'un moment, peut être surendetté, ce qui l'amène à faire faillite. Nous verrons dans un prochain numéro que c'est ce qui s'est passé avec la crise de la dette en Grèce. Les politiques keynésiennes sont abandonnées en 1979 et il y a une mise en place de politiques libérales inspirées par le monétarisme et la nouvelle économie classique. Ces politiques néolibérales vont être caractérisées par une intervention de l'État le plus limitée possible, avec notamment la recherche d'un équilibre budgétaire, et par une libéralisation de l'économie, notamment des marchés financiers. Le plein emploi n'est alors plus l'objectif prioritaire, il devient un objectif parmi d'autres. En raison des limites des politiques budgétaires, les économistes néoclassiques vont proposer de réglementer. Les objectifs sont de rompre avec les politiques budgétaires discrétionnaires, c'est-à-dire les politiques qui laisseraient une totale liberté aux hommes politiques. Selon eux, il y aurait un risque d'opportunisme, d'incompétence, de volte-face, d'électoralisme. Autrement dit, si on laissait une totale liberté aux hommes politiques, le risque est que, à l'approche des élections, ils augmentent les dépenses publiques pour réduire le chômage, ce qui en réalité serait négatif pour l'économie, puisque, en raison des limites que nous avons vues, cela ne serait pas efficace à long terme, et en plus, cela augmenterait la dette de l'État. Le deuxième objectif va être de protéger le pays en sécurisant les politiques et en garantissant une stabilité des politiques économiques dans le temps. L'objectif ici est d'éviter qu'il y ait à l'approche des élections des politiques très dépensières et ensuite des politiques de désendettement. Enfin, le dernier objectif est de permettre une discipline budgétaire et d'éviter à l'État de devenir insolvable. Un exemple de politique réglementaire est le traité de Maastricht, qui limite, pour les États de l'Union européenne, le déficit public à 3% du PIB et la dette publique à 60% du PIB. Les politiques néolibérales menées depuis les années 1980 ne sont pas sans limite. En effet, la croissance n'a pas été très élevée, les inégalités ont augmenté, plusieurs crises ont éclaté. La crise des subprimes, qui a débuté en 2007, est pour de nombreux économistes la conséquence de ces politiques néolibérales. Ainsi, pour répondre à la crise, les gouvernements ont à nouveau mené des plans de relance et on s'est retrouvé à nouveau avec une situation marquée par une faible inflation et du chômage, ce qui a redonné sa validité à la courbe de Phillips. Nous verrons ceci dans les prochains numéros de Explique-moi l'économie.